Rapport à la thérapie mère-enfant. Ma perspective, c'est à peu près la suivante, que j'ai l'impression que toutes les thérapies, les grandes thérapies comme la psychanalyse, etc., ont démarré avec un type de patiente en tête, spécifique. Et en fait, tout vient de qui est cette population clinique. Chez Freud, c'était pas simplement les psychonévrotiques, comme il l'a vu, mais c'était d'emblée les femmes, jeunes, probablement séduisantes, etc. Et la plupart des thérapies étaient faites par les hommes, relativement jeunes aussi. Et puis, quand on réalise que ça, c'était la situation clinique paradigmatique, la théorie a sorti, a commencé de là, aussi le technique, aussi les problèmes avec le technique, et aussi toutes les adaptations de techniques pour éviter les problèmes ou pour les utiliser, etc., avec le transfert, le contre-transfert et toutes ces choses. Et on est arrivé à une psychanalyse, et puis on rencontre les nouvelles patientes, d'une autre sorte, avec des autres problèmes, des autres psychonévroses, etc. Et puis on est forcé de faire les adaptations, pas forcément très graves, dans la théorie. Bon. Puis, au moment qu'on a vraiment rencontré une autre forme de patiente, comme disons les schizophrènes adolescentes, ça a vraiment foutu en l'air toute la théorie et la pratique, parce que c'était pas fait pour ça. Et c'était grâce à cette rencontre avec les théories établies et cette nouvelle population que la systémique a commencé. Parce qu'on a les adolescents qui habitent avec leurs parents, il y a tout ce qui se passe entre ça dans un système, et puis il y a une explosion des séries systémiques. Bon, et puis pendant les années 50-60, on a réalisé qu'on a beaucoup de patientes qui ont des troubles du style de personnalité limite ou narcissique, etc., borderline. Et puis avec ça, c'est une troisième population qui a demandé encore les changements dans les théories, qui prend du temps. Et avec ça, il y avait la psychologie de soi, self-psychology, il y avait Kohut, il y avait Kernberg, il y avait un parti André Green qui adresse à ça. Et ils ont demandé certains changements dans la technique et même dans la théorie. Je dis ça, tout ça comme préambule. Parce que maintenant, on a encore une nouvelle population. Ça, c'est les mères et les bébés. Qu'on n'a jamais rencontré, en fait, comme population clinique avant. Et nous avons toutes nos théories qui n'étaient pas faites pour eux. Et toutes nos techniques qui n'étaient pas faites pour eux. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les vieilles théories qui marchent avec leur population et leur technique qui va avec, et on plaque sur la situation mère-enfant, et ça marche pas super bien, mais pas si mal. Et dans ce sens-là, c'est une drôle de situation maintenant. C'est comme ça que je vois le champ des thérapies mère-enfant. On est un peu plus loin, mais ce qui se passe, c'est que si on est psychanalyste, on applique la psychanalyse sur la situation, si on est systématicien, etc. Mais la chose qui m'intéresse le plus dans cette tentative d'adapter le vieux avec cette nouvelle population, c'est qu'est-ce que c'est les changements que toutes les approches sont forcées à faire, en fait. Parce que quand on demande la question comme ça, on va voir où va la nouvelle chose, et les techniques et les théories. Et j'ai l'impression là que nous sommes à ce moment dans une phase intéressante parce qu'on est forcé d'utiliser ce qu'on sait et on ne réalise pas qu'on fait beaucoup d'ajustements ou on fait les ajustements sans rendre compte de ce qu'on fait.
qui veut dire que pour moi, en grande partie, tous les gens comme Lebovici ou Kramer ou les gens aux États-Unis font une forme de psychothérapie où ils ne pratiquent pas ce qu'il écrit. Parce qu'il écrit plutôt dans le cadre de théories qu'ils ont utilisées ou dans lesquelles ils ont formé et qu'ils veulent appliquer à cette situation. Mais ils ont forcé de faire des choses un peu différemment, qui sont importantes, ces petites différences. Mais soit ils ne le réalisent pas encore, soit il le fait sans réaliser du tout, ou soit il le fait, mais il ne sait pas exactement comment ajuster ça avec le théorie qu'il utilise comme base. On est dans une situation d'un décalage. Il faut mieux regarder ce que font les gens. Pour moi, en fait, une des raisons que quelqu'un comme Serge Lebovici est un tel génie comme clinicien, c'est que j'ai l'impression qu'il utilise ce qu'il lui faut à chaque moment. De temps en temps, il a l'air très psychanalytique, où il applique ses règles. Et puis, il y a des autres moments où il utilise beaucoup des choses de systémique, où il demande qu'est-ce qui se passe par rapport à la famille, les intergénérationnels, qu'est-ce que c'est, etc. Il y a des autres moments où il est incroyablement, si je peux dire, comportementaliste dans le bon sens du terme. Ça veut dire il regarde le comportement, il l'utilise, il trouve les inspirations pour aller des autres parties de l'interaction. Il n'a pas peur de bouger très très facilement entre les approches. Mais c'est presque impossible d'écrire ça. C'est pas que c'est éthérique, mais on n'a pas encore une théorie qui est suffisamment souple et complexe pour expliquer comment on puisse faire ça. Par contre, il y a les gens qui travaillent dans une manière qui était plus restreinte. Je parle plutôt de l'école de Genève, comme Kramer et Palacio, où ils essaient d'appliquer quelque chose qui est plutôt psychanalytique avec une tentative, au moins, d'une certaine pureté. Ça veut dire que de respecter les principes de base de certains aspects de la psychanalyse. Et je trouve que dans ce sens-là, c'est moins réussite que ce que fait Lebovici dans ce sens-là. Il y a des gens qui font le systémique et ils sont forcés de faire les ajustements qui sont intéressants, mais ils ne réalisent pas. En fait, c'est une situation de temps en temps absolument paradoxale à ce moment, parce que, par exemple, il y a des gens qui utilisent les techniques qui ont l'air d'être comportementales, mais ils réalisent qu'on ne peut rien faire si on ne passe beaucoup de temps d'établir une alliance psychothérapeutique avec la mère. Et dans ce sens-là, ils passent une grande partie de leur effort sur le transfert et cette alliance, les deux, souvent sans utiliser le mot ou le concept de transfert, mais ils le savent. Puis, il dit en fait, on ne peut rien faire sans une alliance thérapeutique, c'est vrai, et il passe du temps pour le mettre sur place, et puis il travaille après que ça s'est fait. Par contre, on a les écoles plutôt psychanalytiques appliquées sur l'enfance, où ils ne touchent pas le transfert, qui doit être en fait une des choses clés dans un aspect psychanalytique, mais c'est pas fait comme ça. Il ne l'utilise pas dans le traitement, il ne fait pas grand effort pour le mettre sur place même. C'est dans ce sens-là qu'on a ces grands décalages et c'est difficile en fait de cerner exactement ce que font les gens. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est comme je vous avais dit par rapport à cet ajustement que tous les gens font. Une des choses qui est différente, on peut arrêter ici pour que je... Plus facilement. Oui. Mais c'est difficile. On roule. Oui, pour oui. Non, mais par rapport à Lebovici, c'est exactement son expérience et son aise avec les approches c'est comme... J'ai l'impression que quand on est avec lui, il traite vraiment la patiente et pas les théories.
quand on voit l'école comme de Genève, par exemple, il y a trop le terri, c'est trop souligné. On traite une partie de le terri et on plaque certaines terri sur la mère. Et parce que ça va pour le thérapeute, mais pas toujours pour la mère. Et c'est difficile de le savoir parce que de temps en temps, les mères l'acceptent parce qu'ils veulent maintenir le traitement et les bonnes choses qui viennent. Mais en fait, les interprétations sont un peu à côté des choses. Et on ne peut pas savoir. Mais pour revenir à les changements ou les ajustements qui sont nécessaires dans les théories existantes, dans ces situations mère-enfant, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont relativement spéciales pour cette population, surtout des mères. Un, c'est, j'ai l'impression, et ça c'est quelque chose que j'ai assez dit dans cette constellation maternelle, que les mères veulent et a besoin d'un holding, un cadre qui est féminine, maternelle et positive. Que c'est comme le fantasme idéal, c'est d'une bonne grand-mère. Quelqu'un qui peut regarder ce qu'ils font avec une bienveillance, avec un regard positif et de leur donner aussi l'espace, de trouver chez eux qu'est-ce que c'est leur répertoire. Et c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui était en fait une partie de l'histoire culturelle, mais c'est que maintenant que c'est plus rare, qu'il n'y a pas soit la mère, la sœur, la tante, etc. là, pour donner cet encadrement. Et là, il y a beaucoup de choses par rapport à ça, parce que c'est presque toujours un désir d'une femme d'avoir cette forme d'être encadrée par une autre femme qui est plus expérimentée qu'elle, et surtout avec le premier enfant. Voici une vignette absolument banale, parce qu'on le voit tout le temps. Je demande à une femme, après qu'elle a son premier enfant, j'ai dit, mais qui était la personne la plus importante pendant ces 5 jours à l'hôpital? Elle était là pour 5 jours. Ma réponse est un peu bizarre, c'est pas quelque chose que j'ai attendu, mais en fait, la personne la plus importante psychiquement était la femme qui fait le ménage à l'hôpital. Il y avait une femme d'à peu près 55 ans qui est venue à 7h30 chaque matin pour balader, l'aider à ranger, etc. Et elle était très chaleureuse. Et chaque matin, elle a arrêté à côté de mon lit. On a parlé pour 5-10 minutes. Elle a toujours parlé de ses propres enfants et ses grands-enfants maintenant. Petits-enfants, je veux dire. Et puis, elle a toujours dit, hey, comment va la bébé? Ah, et ensemble, ça va. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Etc. Ça veut dire, elle a entré, elle a parlé de ça, elle m'a donné son attention complète. Et j'ai senti absolument dans l'embrasse de quelqu'un qui était à mon côté par rapport à ce qu'il me faut faire. Ok, bien sûr, les médecins et les infirmières sont importants. Mais étant donné que tout était ok au niveau médical, c'était pas aussi important que tout ça. C'était aussi essentiel que mon mari était là, qu'il a arrangé, il a maintenu tout le système et moi aussi. Mais c'était cette femme de ménage qui valorisait mon expérience comme mère et qui m'a donné cet encadrement qui était le plus important. Et c'était elle que j'ai attendu chaque matin pour me donner cette sorte de soutien. Ok, c'est une vignette assez simple, très, très banale, mais fréquente. Oh, ça peut être n'importe quelle autre femme. Et puis, mais quand on pense à ça, et quand on pense aussi qu'une femme cherche quelqu'un qui peut donner cette forme de holding bienveillante,
est positive. Il y a quelque chose qui sont évidents. Alors, c'est de plus en plus évident que la femme a besoin des gens qui peuvent valoriser son rôle et qui peuvent la tenir dans une holding. Et il faut que cela soit une femme qui a l'expérience. Ça ne peut pas être quelqu'un qui n'a pas. Ça ne peut pas être facilement son mari parce qu'il n'en sait rien. Et le plus important, c'est que cette femme et cette personne a l'imprimature de l'expérience, qu'elle l'a fait et qu'elle a réussi. Parce qu'on oublie que d'être mère, c'est un boulot artisanal. Il faut un maître. Il ne faut pas apprendre. Il faut quelqu'un qui peut donner peut-être quelques guides, directrices, mais qu'on se sent dans un encadrement d'un apprentissage. Et c'est ça qui donne ces femmes l'un à l'autre. Et c'est pourquoi c'est tellement important. Mais, et en fait, on peut demander, ok, mais est-ce qu'il y a ça dans la vie des femmes ces jours? Mais en fait, il y a. Parce que une partie d'avoir une telle femme est de temps en temps un fantasme. C'est quelque chose qu'on veut, même si on n'a pas. Ou on utilise les exemples dans la littérature, dans les médias, etc. Il ne faut pas que la mère joue ce rôle. Ça peut être n'importe quelle autre femme qui est importante. Et de temps en temps, c'est les contacts presque aléatoires. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un comme ça. Et souvent, quand on parle avec des femmes qui étaient assez isolées pendant ce moment de leur vie, ils parlent rétrospectivement, souvent d'une certaine grande tristesse de n'avoir pas avoir quelqu'un comme encadreur dans ce sens-là. J'ai beaucoup parlé avec des mères. On a passé une année sabbatique à Boston où on a fait une étude où on a demandé aux mères, mais qui a resté à la maison avec vous après? Et pour des mois, jusqu'à 6 mois, qui a visité, qui a téléphoné? Et ce que dit la plupart des mères, c'est que c'est toujours, et c'est un groupe des femmes éduquées, pas éduquées, etc., que c'est toujours la mère de la mère qui joue le rôle prédominant. Souvent, c'est des mères très modernes, avec des carrières, qui disent « je ne veux pas que ma mère vienne, c'est pas si facile avec elle et moi ». Mais en fait, elle veut venir, ma mère, et bon, je vais le laisser parce qu'elle peut être utile pour faire les missions, etc. Et je crois qu'on peut éviter nos bagarres du style normal pendant cette période. Je le supporte parce qu'elle le veut. Hein? Mais elle vient. Et en fait, ça donne quelque chose d'important à cette femme qui est rarement dite et souvent pas consciente. C'est qu'elle se sentirait encadrée dans une façon maternelle. Bon, si la relation n'est pas suffisamment bien, elle ne peut pas. Mais même quand elle dit elle ne le veut pas, elle le fait parce que la grande partie de tous les contacts téléphoniques et les visites, c'est la mère de la mère. Après ça, c'est toutes les autres femmes expérimentées comme mère dans la famille de la mère. Sa sœur, sa tante, sa grand-mère qui visite. Après ça, c'est les femmes expérimentées dans la famille du père, du nouveau père. Ça veut dire la belle-mère, la belle-sœur, etc., qui sont expérimentées. Si la belle-mère vient souvent, cela dépend en général plus de la relation entre la belle-mère et son fils, etc. Et quand on compte combien des visites, des téléphones, des contacts avec les mères expérimentées la plupart des femmes, ces jours, même s'ils vivent dans une famille nucléaire assez isolée, c'est énorme. C'est presque un chaque 2 heures de la journée, un contact avec une autre femme expérimentée. Ça veut dire qu'il y a un vrai réseau de soutien d'une personne maternelle. Ok, ça c'est une chose.
Et ça a beaucoup à dire par rapport à qu'est-ce que c'est la nature du transfert chez une mère avec un psychothérapeute. Qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il veut en grande partie, c'est quelqu'un qui peut le encadrer. Voici une deuxième chose qu'on a réalisée plus tôt par rapport à ces mères. En général, les mères, c'est beaucoup mieux que le thérapeute ce qu'il fait mal et ce qu'il ne peut pas faire. Ce qu'il ne sait pas, c'est ce qu'il peut faire mieux ou qu'est-ce que c'est les parties de leur répertoire intuitif qu'il ne sait pas comment utiliser. Qui veut dire que les mères sont allergiques à toute forme de critique. Parce que tout ce que ça fait, c'est de renforcer ce qu'il sait déjà. Le thérapeute ne peut pas ajouter les choses très intéressantes là. Tout ce qu'il peut faire, c'est de dévaloriser la mère exactement où elle se sent déjà dévalorisée. C'est pourquoi il faut un autre encadrement par rapport à la relation thérapeutique et l'alliance thérapeutique. Alors, maintenant, je reviens à l'histoire de la psychanalyse, parce que là, par exemple, on a commencé avec un jeune homme thérapeute face à une jeune femme hystérique, où le transfert était du style sexualisé, romantisé, et le grand danger, historiquement réel et aussi fantasmatique, était un contre-transfert du style où il y a le acting, des relations sexuelles romantiques entre les deux, et c'était à cause de ça que Freud a mis en place toutes ces contraintes de technique qui étaient importantes pour des autres raisons finalement, d'être abstinente, d'être un miroir, etc., d'avoir une distance affective, de ne pas avoir de acting, les mises en acte de n'importe quoi. Et même si on réalise avec une mère, ou aussi avec les autres problèmes comme les personnalités limites, etc., que les règles sont un peu différentes, tous les gens, surtout qui étaient formés dans la psychanalyse, ont bien appris ces règles. C'est une partie de base de cette formation. Mais maintenant, on est dans une autre situation avec une mère. Si on ne peut pas toucher une mère, et quand je dis toucher, je ne parle pas des choses sexuelles. Je parle simplement de prendre sa main, de embrasser, de laisser elle pleurer sur l'épaule, de la toucher, et l'enfant, ou les deux ensemble, qu'on fait beaucoup de temps. Si on ne peut pas faire ça, si on reste à une distance psychothérapeutique du style psychanalytique, on fait une injure à la mère. Et en fait, on a une situation renversée, dans le sens où, si on touche physiquement, dans le cadre d'une psychonévrose, une femme hystérique, classiquement, ça peut foutre en l'air la thérapie et la relation. Avec une mère, si on ne peut pas toucher, ça va foutre en l'air la thérapie et le cadre. Mais les gens qui utilisent le psychanalyse n'ont pas encore fait ce changement. Et c'est une raison que je dis que Serge Lebovici a cette manière où il n'a pas les peurs et les contraintes qui va avec les choses qui ne marchent plus dans cette situation. Mais il y a des gens qui y a. Et dans ce sens-là, il ne peut pas le faire. Et je trouve que pour moi, ça c'est au cœur de cette thérapie. Il faut que le cadre soit positif. C'est une raison, je ne sais pas si vous voulez l'utiliser, que je trouve que pour la plupart des psychothérapeutes, mère-enfant, c'est mieux si on est femme. Il y a des grandes exceptions, comme Lebovici. Ça aide s'il y a un certain âge de l'homme, parce que comme ça, on est plutôt grand-père que père ou amante. Mais un des problèmes avec les jeunes psychothérapeutes masculines, c'est que dans notre culture encore,
les jeunes psy hommes sont en général plus à l'aise et de temps en temps mieux avec les thèmes de la sexualité, l'agression, la compétition, la dominance, toutes les choses où il faut, comme homme, dans notre culture, d'être assez bien rodé et... Ils sont moins bien quand il s'agit des thèmes de l'affection, de l'attachement, de comment faire toutes ces choses qui sont plutôt maternelles. Et ils sont moins doués, ils ne font pas aussi bien. Et puis, je dis ça parce qu'il faut qu'on revoie qu'est-ce que c'est les thèmes de base en jeu ici, parce que c'est une autre chose par rapport à une mère. C'est en général qu'on ne réalise pas, par rapport à cette cadre psychanalytique classique, que les mères ne sont pas si intéressées dans les hommes à ce moment de leur vie. Ils sont beaucoup plus intéressés dans les femmes. Ils sont intéressés non plus dans leur père, comme quelque chose d'édupienne, plutôt comme leur mère, comme elle était comme mère. C'était ça qui est réanimé. Ils ne sont pas intéressés dans leur mari comme homme, mais plutôt comme père pour le nouveau bébé. Et puis, il y a tout un changement dans la direction où les thèmes de la sexualité, l'agression, la maîtrise et tout ça est moins important par rapport de donner soin et d'établir les liens, etc. Il faut que le thérapeute soit confortable et bien avec ça. On est moins formé de faire comme ça, dans un sens. Une des raisons que je trouve que les thérapies comme fait Kramer à Genève ne va pas et ne me plaît pas, c'est parce que je trouve qu'il plaque sur la mère souvent les thèmes de l'agression, la sexualité, le sadisme, le masochisme, tous ces thèmes qui pour moi sont à côté des choses. Même s'il y a une certaine coloration, c'est pas là où est l'action. C'est vraiment autre chose. Aussi, c'est tellement important qu'on n'est pas misogyne, qui risque d'être le cas avec beaucoup des hommes qui font ce genre de traitement, de traiter les femmes dans une manière qui est un peu comme ça. Si on fait ça, il n'y a rien de positif qui peut sortir dans ces traitements. Et pour moi, je parle des choses que je trouve de base, qui sont dans un sens vraiment le fondamental par rapport au cadre clinique de cette situation. Si on peut maintenir un cadre qui est relativement un holding positive, et si on peut accepter que c'est vraiment elle qui sait qui ne marche pas, et c'est votre fonction de base, c'est d'encadrer telle qu'elle puisse trouver mieux ce qu'elle peut faire. Si on peut faire ça, on peut utiliser les autres aspects des techniques qui existent déjà. Mais on ne peut pas franchir ces règles dans cette situation. Et j'ai l'impression que beaucoup de thérapeutes, même s'ils viennent avec une théorie psychanalytique d'emblée ou systémique ou comportementale, c'est ça ce qu'ils font. Parce qu'il fait les ajustements pour ces femmes. Ou ses pères aussi, parce que là, il y a toute une autre chose, parce que c'est une famille, bien sûr. Mais ils ne le réalisent pas souvent. Par exemple, quand je vois... il ne faut parler que de Lebovici ici, Palacio Espasa, par exemple, quand il fait les thérapies. J'ai l'impression qu'il fait des choses par rapport d'être chaleureux et positif qu'il ne ferait jamais dans une psychanalyse. Mais il ne le dit pas exactement comme ça. Mais là aussi, il y a une autre chose qui, je trouve, est pas bien.
c'est que dans les théories psychanalytiques comme celui de Palacio, qui est assez courante et très du style kleinien, que le modèle de base par rapport à une mère est que de devenir mère implique une perte importante de plusieurs choses, d'être fille, la capacité de refaire toutes les déceptions et des omissions et blessures avec ses parents est fini dans un sens. On ne peut revenir comme fille de refaire et on est coincé avec une cassure dans l'histoire d'une vie. Et en grande partie de ces représentations qui sont mises sur l'enfant, c'est dans la tentative d'une réparation de ses pertes. Je me dis, c'est vrai en partie, mais c'est fou comme modèle, parce que ça veut dire que d'être mère est basé sur un modèle psychopathologique. Et d'être mère, ce n'est pas une psychopathologie. C'est quelque chose de complètement normal, et probablement la chose la plus normale de la vie, sinon il n'y a pas la vie. Et d'avoir construit un modèle théorique qui est pathologique pour comprendre les courants les plus essentiels de cette activité est fou, je trouve. Ok, et c'est la même chose avec quand on critique les mères. Parce que l'idée que le style genevoise, par exemple, le problème mère-enfant, c'est le fantasme de la mère. C'est le fantasme de la mère, grâce à son propre histoire, qui est l'agent pathogène dans l'attraction mère-enfant. Ça veut dire qu'elle est porteur de la maladie ou le symptôme du bébé. Elle l'a mis en acte, elle l'a créé grâce à ses propres esprits. On ne peut pas imaginer un modèle qui est pire pour la mère qui sait mieux que vous ce qu'elle ne peut pas faire. Ça va simplement renforcer les choses qui sont les plus destructrices pour elle. Il faut trouver une autre piste. Ça, c'est mes critiques en grande partie avec ça. Mais comme j'ai dit, beaucoup de thérapeutes ont fait des changements pour qu'ils travaillent dans ces... Mais ce n'est pas encore mis en forme. On est encore dans une phase de trouver la forme qui va être mieux ajustée à cette nouvelle population. Oui, mais tu sais, tu as utilisé le mot narcissisme, qui est drôle, parce qu'il faut qu'on utilise ce mot dans le sens positif et pas dans le sens négatif, parce que c'est nécessaire que la mère a cette centration, cet investissement dans elle parce qu'elle porte le bébé. Et en fait, quand je parle du fait que la mère tourne soit en fantasme, soit en réalité, ou les deux, vers des autres femmes qui sont expérimentées, parce que c'est là où il y a les choses intéressantes, pas le reste de la vie en partie. Je dis ça avec cet investissement dans les mères qui sont expérimentées. Il y a une autre chose qui arrive qui est intéressante, c'est que de ce moment-là, il y a un nouveau triangle qui devient le plus important. Et c'est non plus le triangle édipienne, mais c'est le triangle entre la mère, le bébé et la mère de la mère, ou cette femme fantasmée qui joue ce rôle. Et c'est dans ce triangle-là où il y a beaucoup d'actions psychiques pour trouver quoi faire, comment être, comment aimer, comment pas aimer, comment accepter d'être aimé. Parce que aussi, c'est dans ce triangle-là qui joue les choses qui sont pas pathologiques,
Je reviens toujours à cet aspect de la pathologie. Je dis ça dans le sens suivant. Qu'est-ce que c'est notre modèle? Tous les mères commencent avec première mère, ça veut dire première fois. Quand elle rentre à la maison, elle a des peurs pour la vie du bébé. Elle a des peurs que le bébé va arrêter de respirer. Presque tous les mères avec lesquelles je parle, ils ont visité le berceau 3 fois la première nuit, 2 fois le deuxième, etc. pour assurer qu'il continue de respirer. Puis, chaque fois qu'elle fait le bain, elle a peur qu'il va glisser parce que ses mains sont pleines de savon, etc. Ou quand il est en train de changer sur la table, qu'au moment qu'elle tourne la tête pour regarder quelque chose, il va tomber, casser sa tête. Quand il est dans le lit, qu'il va étouffler avec etc. ou elle va rouler sur lui et casser n'importe quoi. Elle est pleine de peurs. Avec nos modèles du style pathologique qu'on utilise, souvent j'entends les thérapeutes qui disent, et moi j'ai dit aussi avant, oui, mais vous savez, quand on aime quelqu'un, il y a toujours une ambivalence, il y a toujours le parti qu'on a, etc. et le parti que... Je trouve que ça c'est stupide et faux. Il n'y a pas d'ambivalence dans la plupart des cas. La mère aime l'enfant. Ce qu'elle a à ce moment, c'est une hypervigilance. Ses peurs sont constructeurs. Quand la nature a quelque chose qui est valable, qui est renforcé pour la culture, il faut les deux. Ce qui se passe, c'est qu'il fait une sorte de overkill. Il fait un système qui est redondant pour que ça va marcher. Et là, c'est la survie du bébé. Et la mère paie le prix de les demandes de l'évolution pour que l'espèce continue, où elle va être hyper vigilante, elle va être remplie avec les peurs pour assurer complètement la survie du bébé. C'est elle qui paye ce prix et c'est pas l'ambivalence. Ça, c'est ce qu'elle porte, d'être le porteur de la génération qui vient. Et de dire, vous êtes ambivalent, madame, par rapport à votre bébé, va détruire en partie exactement ce qu'elle est en train de faire avec ses peurs. C'est une autre manière de dire, on ne peut pas utiliser un modèle pathologique. Ok, je sais bien qu'il y a beaucoup de mères où il y a des choses pathologiques qui viennent du passé, qui sont mises sur le dos du bébé. Il faut les traiter. Mais ma question c'est, qu'est-ce que c'est le modèle de base qu'on va utiliser pour mieux faire ça? Et je dis, on ne peut pas avoir un modèle de pathologie qui est le fondement, le toile de fond sur lequel on fait nos théories et nos techniques. Il faut utiliser des techniques qui peuvent vider les choses du passé, mais dans un contexte qui n'est pas psychopathologique du style de la plupart de ce que nous faisons. J'ai l'impression qu'une des raisons que la plupart des pédopsychiatres tiennent encore à ces modèles psychopathologiques pour cette situation, c'est parce que ça, c'est les cas qu'ils voient. Ils voient les cas, en fait, où un processus relativement normal était parasitisé par les choses psychopathologiques. Mais j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Un, c'est que même si c'est le cas, il faut qu'on travaille avec les choses normales et positives pour corriger. Pas forcément de faire la pathologie dans le style établi. Et deux, quand on écrit et que c'est lu par les mères, qui n'est pas psychopathologique, qui est le grand parti des mères, il reçoit une impression de qu'est-ce que c'est d'être mère qui est complètement détordue, parce que c'est basé sur cette base psychopathologique. Et là, je trouve qu'on fait un grand tort aux mères. Cette situation le décalage entre les théories et la pratique, où il y a un certain consensus
non dites de quoi faire avec cette population. Ça complique aussi un peu ce qu'on va faire par rapport à la formation et même les questions pratiques comme les paiements pour ces formes de traitement. Parce que il n'y a pas une grande expérience, mais l'expérience que nous avons indique que c'est très difficile de mettre en évidence le fait qu'il y a un marque de traitement qui est mieux que les autres. Et c'est une situation que tout le monde déteste. Tout le monde est formé avec un théorie qu'ils appliquent, même s'ils le changent avec cette population, mais le fait que c'est pas mieux que les autres, pas pire non plus, est assez gênante. Je sais qu'il y avait une grande expérience que j'ai mis sur pied avec l'équipe de Grammaire et Palacio Espace à Genève, où on a comparé deux traitements. Le traitement genevois psychanalytique, ou psychanalytique appliqué, et un traitement qui était complètement comportementaliste pour la plupart, où on a regardé l'interaction avec les télévisions, on a rejoué pour la mère. C'est une forme de guidance interactive, très sensiblement fait. Et en fait, l'histoire de faire cette recherche était déjà révélatoire de la situation, parce que à la guidance, d'abord je trouvais que c'était brave de le faire, mais c'était fait aussi avec l'assurance que le traitement psychanalytique va être mieux. Et la résistance de faire l'expérience, c'était qu'ils ne voulaient pas exposer leurs patients à un traitement de deuxième classe. Et ils ont fait ça avec une très bonne foi. Par contre, l'autre approche était faite plutôt par les psychologues, qui étaient entraînés pendant 6 semaines aux États-Unis dans cette technique. Et puis, une partie des groupes américains qui a développé ça, pas Susan McDonough, c'est vraiment son technique qu'on a utilisée, a pensé, mais comment est-ce que la psychanalyse peut faire un changement dans ces gens? Et on a choisi cette comparaison parce que le style genevois, c'est de viser la représentation de la mère et d'utiliser l'interaction simplement comme symptôme de la mise en acte de cette représentation pathogène de la mère. Par contre, l'autre approche vise l'interaction et ils ne sont pas très concernés par la représentation de la mère, mais il sait bien que s'il peut changer l'interaction, il peut changer la représentation. Ça veut dire que les deux marchent dans le sens opposé. C'était intéressant. Après beaucoup des discussions, moi, je me dis, bon, ce qui sera le plus intéressant, c'est de voir les différences dans les traitements. Le résultat, c'était qu'il n'y a pas aucune différence après 6 mois, 1 année de les deux traitements. Tout le monde était déçu, pas content. Même moi, parce qu'il n'y a pas une différence que je peux étudier pour voir comment, pourquoi, etc. Et c'est une situation qu'on n'aime pas, parce que, bien sûr, on ne peut pas faire un bon traitement s'il n'y a pas un investissement important dans la théorie sous-jacente. Mais c'est aussi révélatoire du fait que ni l'un ni l'autre était parfaitement conçu pour cette population. Et c'est pourquoi les résultats sont un peu comme ça. Mais ça a certaines conséquences par rapport à les choses très pratiques comme formation, quoi faire. Et cela dépend de qui on est, je crois. Si j'étais le ministre ou le tsar de santé publique où il s'agit d'argent et de choses comme ça,
Je me dis, bon, il faut aller avec ce qu'on a. Si on a beaucoup de psychanalystes, on laisse faire les psychanalystes ce genre de traitement. Si on a des psychologues qui sont plutôt comportementalistes, on le laisse faire aussi, parce que ça ne fait pas grande différence. C'est horrible de dire ça, mais en même temps, les données montrent ça à ce moment. On ne peut pas courir dans la face de ces données complètement. Je dis complètement parce que je vais revenir à une certaine autre manière de voir les choses. Et en réalité aussi, c'est que c'est beaucoup moins cher pour la société de former même pas les psychologues cliniques, mais les professionnels dans la santé des bébés. Ça aborde toutes ces questions de la coût de la santé, l'assurance, etc., etc. Et j'ai l'impression que, 2 points, que dans les mains des practitionnaires très doués et souples, comme la Bovici par exemple, j'en suis sûr qu'il a des résultats. C'est pas mis en évidence de ce que je connais, mais ça m'étonne si c'est pas le cas. Mais tous les gens qui appliquent ce traitement ne sont pas la Bovici, forcément. Puis, ça pose des problèmes. Mon impression, c'est que dans l'avenir, l'approche psychanalytique doit rester important comme un point de référence et aussi pour la formation des gens, pour qu'ils puissent être beaucoup plus éveillés et sensibles à certains aspects de la situation. Mais ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire le traitement, de former les psychanalystes et d'avoir toute cette administration, si on peut le dire comme ça, et établissement pour le faire, parce qu'il n'y a aucune raison de penser que c'est une approche privilégiée. Je dis ça parce que dans beaucoup des centres, comme ici à Genève, je crois à Paris, la plupart de la pédopsychiatrie mère-enfant est encore dominée par les idées psychanalytiques. Probablement ça ne va pas durer trop longtemps. La société ne peut pas le supporter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle pour la psychanalyse comme inspiration pour ça. Je trouve qu'il y a, mais c'est plutôt dans la formation que forcément dans le traitement. Je pense que les assurances ne peuvent pas prendre en charge la différence dans le coût si ce n'est pas mis en évidence. On est là. Il ne faut pas prétendre autrement. Mais de plus en plus, il faut qu'il y ait des recherches sur le outcome, comme on dit, les résultats, l'efficacité de ces traitements. Et je crois qu'on ne peut pas éviter ce problème qui est la réalité pour tout, qui est médical ou soin pour la santé. Voilà. Par rapport les changements dans les techniques qui est nécessaire dans cette situation, ça se montre très facilement dans les choses archi simples comme le positionnement des gens sur les chaises et dans la salle. Par exemple, dans le traitement genevoise, plutôt de l'inspiration psychanalytique, c'est traditionnel qu'il y a la psychanalyste et la mère sur les chaises et l'enfant est par terre parce et qui court autour, parce qu'en fait l'enfant n'est pas vraiment une partie, sauf dans une manière très périphérique, et c'est vraiment un traitement de la mère et sa fantasme, son histoire et la mise en acte de ses représentations, etc. C'est clair. Dans les traitements qui sont du style plutôt de l'interaction qui est important, on voit quelque chose de très différent. On voit là en général que la mère et le thérapeute et l'enfant sont par terre, il n'y a pas de chaises. Dans le systémique, s'il y a des chaises, tout le monde est là dans les chaises.
une des choses qui est intéressante quand on regarde le travail de Lebovici, qui montre son polyvalence par rapport à ça, c'est qu'il peut être n'importe où. De temps en temps, il est dans la chaise, et la mère aussi, et de temps en temps, il se met à côté d'elle sur le divan, de temps en temps, il est avec l'enfant. Il y a une subtilité de changement, mais en fait, chaque fois que c'est fait, ça veut dire qu'il entre dans le système avec un autre cadre théorique et technique. C'est quelque chose qu'on voit rarement avec les autres, où on reste figé dans la chaise, ou si l'enfant vient, on fait un petit truc là, etc. Ou si l'enfant fait quelque chose avec la mère, on fait un petit commentaire par rapport à ça, qui est symptomatique de ce qui se passe dans sa tête. Mais ce n'est pas utilisé de la même manière. Et dans ce sens-là, toutes ces approches et le fait qu'ils sont relativement figés ou pas sont mis en évidence très rapidement par des choses archi simples comme ça.